Bonjour à nos auditrices et auditeurs. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce 6e épisode de notre podcast Les Vertes et les Verts en discussion. Aujourd'hui, nous parlons de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. En effet, en plus de la protection du climat et de l'environnement, l'égalité est un autre thème central pour nous, les Vertes et les Verts, et ce, depuis notre création. Je suis Ilias Panchard, responsable des campagnes chez les Vertes et Verts Suisses, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Céline Vara, conseillère aux États neuchâteloise. Céline, salut. Salut Ilias. Céline, est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques phrases ? Avec plaisir, j'ai bientôt 39 ans. Je m'investis au sein des Verts depuis plus de 20 ans aujourd'hui et je siège au Conseil des États depuis 4 ans. J'ai 2 petites filles adorables et puis voilà, j'ai énormément de plaisir dans ma fonction. Ok, super. Est-ce que peut-être quelque chose au niveau des études, peut-être quelle est ta formation ou ton travail en marge de la politique ? J'ai fait l'université en droit, la faculté de droit de Neuchâtel et j'ai obtenu mon brevet d'avocate. J'exerce comme avocate indépendante à Neuchâtel depuis plus de 10 ans. Ok, bah justement, c'est un peu ma première question. Au moment où on enregistre ce podcast, nous sommes en pleine session parlementaire et en plus de ton mandat de conseillère aux États neuchâteloise, tu travailles comme avocate, tu l'as dit, et tu as 2 petites filles en bas âge. Comment est-ce que tu arrives à gérer ces nombreuses tâches ? Évidemment, c'est de l'organisation. Je ne suis pas toute seule, j'ai mon compagnon qui me soutient bien évidemment dans les tâches quotidiennes et aussi pour les filles. Mais c'est une organisation, il faut vraiment avoir des priorités aussi. Et quand on est en session parlementaire, la priorité, c'est bien évidemment la session, la famille, et puis le travail, il passe après. Et il faut dire aussi qu'au Conseil des États, on a près de 4 fois plus de travail qu'au Conseil national. Donc ça veut dire que l'activité professionnelle, quand bien même ça reste une activité de milice, ici au Parlement, elle passe généralement à la trappe. Et puis du coup, tu as des moyens de compenser ou de rattraper un peu ton travail comme avocate, un peu quand il y a peut-être moins de pression au Parlement, en dehors des sessions ou autre. Très peu, malheureusement, parce que c'est une activité qui demande une présence quand même soutenue. Donc j'ai pratiquement laissé cette activité de côté. Je traite encore quelques dossiers qui me font plaisir pour des clients que j'aime beaucoup. Mais sinon, non, j'ai concentré mon activité sur le Conseil des États et la famille. Et puis peut-être dans la course au Conseil fédéral, je voyais que, disons que c'est assez rare qu'on pose la question de la conciliation à un homme. C'est beaucoup plus courant de le poser à une femme, on y reviendra après. Du coup, c'était assez étonnant de voir par exemple Tage Sonseiger qui a demandé à un candidat PS au Conseil fédéral, Matthias Ebicher, comment il pouvait être un bon père et conseiller fédéral en ayant 7 enfants. Et puis voilà, ces derniers temps, ça montre notre société, elle prend un peu conscience que la garde des enfants, le fait de s'occuper des enfants relève de la responsabilité des 2 parents et qu'il faut de meilleures conditions cadres pour que les 2 parents puissent s'occuper à la fois de l'enfant et exercer un travail rémunéré. Est-ce que tu penses qu'on a gentiment un changement de mentalité sur ces questions ? Non, malheureusement, pas vraiment. Pour nous, ça paraît une évidence, mais on est finalement entouré de gens, on dit toujours ça, qui nous ressemblent un peu, qui pensent un peu comme nous. Donc on a une vision, je pense, biaisée, parce que ce qui nous paraît évident pour nous, le partage des tâches, la vie familiale, parents, enfants, que ce soit pour le père et la mère, ça l'est pas du tout, je vois, dans le reste de la population, en tout cas dans une majorité. Même si on va vers un mieux, mais c'est tellement lent en Suisse. D'ailleurs, les instituts spécialisés avaient estimé que si on continuait à cette lenteur, d'avancer à cette lenteur-là, on obtiendrait l'égalité, notamment pour la prise en charge de la famille, dans 55 ans. Donc autant dire que malheureusement, ça avance pas très vite. Justement, sur les limites, où est-ce que tu vois ces limites dans ta vie quotidienne ? Et puis, d'un point de vue plus large, qu'est-ce qui devrait être amélioré peut-être pour qu'on puisse mieux concilier, ou peut-être dans ton cas, mieux concilier famille et travail ? Je pense qu'il y a déjà un travail à faire sur la manière dont on considère la femme qui travaille, politiquement, de valoriser cette activité, parce que l'image aujourd'hui, elle est toujours culpabilisante. Si on fait de la politique ou si on travaille pour une femme et qu'on a des enfants, et d'autant plus si on le fait à 100%, on est une mauvaise mère. On a voulu des enfants, mais on s'en occupe pas. Et ça, je l'ai entendu je ne sais combien de fois. Ce qui n'est pas du tout juste. On peut tout à fait s'occuper très bien de sa famille à un équilibre en travaillant à 100%, ce qu'on fait une majorité d'hommes jusqu'à maintenant. On leur a jamais dit que c'était des mauvais pères. Alors peut-être avant de repartir sur du plus global, j'ose continuer un peu sur des questions plus personnelles. Alors tu as été élu au Conseil des États à Neuchâtel pour représenter le canton de Neuchâtel en 2019. Comment est-ce que cette fonction elle a changé ta vie professionnelle et familiale ? Alors elle a totalement changé ma vie professionnelle, bien sûr, parce qu'ici vraiment l'activité, encore une fois, elle est très soutenue. J'ai 4 commissions, c'est vraiment pratiquement une activité à 80 ou 100%. Si on s'engage, surtout que quand on fait la politique, on s'engage aussi dans les milieux associatifs à côté. Je suis présidente de Dead Conseil Suisse, je suis au comité central de ProNatura Suisse, je suis présidente d'autres associations.
Et donc, d'un point de vue du travail de l'activité professionnelle, j'ai dû malheureusement mettre, en tout cas momentanément, de côté mon activité d'avocate indépendante. D'un point de vue familial, alors là, c'est vraiment une organisation. Moi, je fais tout pour être un maximum avec mes filles et je privilégie ces moments de qualité avant, après l'école, le week-end. Et c'est vrai, comme maman et jeune maman, je dis probablement plus souvent non à des sollicitations médiatiques ou à des invitations parce que j'ai une vie de famille et que je veux passer ce temps avec mes enfants. Et puis justement, un an après ton entrée en fonction, donc en décembre 2020, tu as eu une deuxième fille, et les médias ont entre autres titré que tu étais la première sénatrice romande enceinte. Donc tu as, voilà, évidemment, utilisé aussi cette situation pour attirer l'attention sur les obstacles, tu nous en as parlé, auxquels sont confrontées les jeunes politiciennes, dans une interview accordée au Matin Dimanche. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter un petit peu l'histoire là autour ? Oui, la première sénatrice romande à avoir un enfant, mais la deuxième femme à avoir un enfant au Conseil des États. La première, c'était Pascale Bruderer. Et même les services du Parlement ne se souvenaient pas de cet événement. Même ses collègues de parti ne se souvenaient pas de cet événement. C'est dire combien cette grossesse a passé inaperçue. Et je dois dire que sur le moment, ça m'a un peu étonnée. Et finalement, quand moi je l'ai vécu, j'ai compris pourquoi, je pense, Madame Bruderer elle n'avait pas vraiment parlé de cette grossesse, parce qu'il y a une pression qui est énorme au Conseil des États pour, je dirais, le sacrifice dans la fonction, si on veut dire. C'était tout nouveau qu'on ait des femmes, tout nouveau qu'on ait des jeunes femmes. Et en plus, si elles ont des enfants, mais est-ce qu'elles vont pouvoir assumer la fonction ? Alors, bien évidemment, la question pour nous la réponse pour nous, est évidente, mais pour un certain nombre de collègues masculins, généralement plus âgés, c'était invraisemblable qu'on puisse imaginer une conseillère aux États qui ait un enfant. Et puis peut-être là-dessus, tu as commencé à y répondre. Comment est-ce que c'est de faire de la politique en tant que mère d'un nouveau-né ? Et puis peut-être, la réponse est un peu dans la question, mais est-ce que les structures au Parlement étaient adaptées, par exemple ? Oui, tu as raison, effectivement, la réponse est dans la question. Non, pas du tout. On a une salle d'allaitement depuis peu, qui est une formidable salle d'allaitement, mais disons, c'est pas suffisant. Il faut quelqu'un qui puisse garder l'enfant lorsque la mère siège dans l'hémicycle. Donc là, c'est mon compagnon qui a pris congé pour garder la petite. Donc je suis venue à Berne en session parlementaire. Ma fille avait 2 mois, j'allaitais encore. Et pourquoi je suis venue ? Parce qu'il n'y a pas de système de suppléance. Pas encore, et ça va bientôt changer, on va en parler, je crois. Et donc, que si je venais pas, eh bien, mon siège était vide. Alors, un siège vide sur 200 au Conseil national, ça a peut-être pas beaucoup d'incidence, mais par contre, au Conseil des États, à chaque session parlementaire, nous avons entre 4, 5, 6 votes qui se jouent à une voix ou à la voix prépondérante de la présidente. Donc, cette présence, elle est vraiment très importante. J'étais d'ailleurs venue à quelques jours de mon accouchement pendant la session de décembre 2019, parce qu'il y avait un vote très important pour le mariage pour tous. Et ma collègue Lisa Madsen m'avait appelé la veille en me disant « Écoute, on a compté les votes, ça fait 7 ans de travaux parlementaires, et si demain on gagne pas, c'est fini, ça passe à la trappe. » Et donc je suis venue siéger, et effectivement le vote a passé à 1 ou 2 voix. Donc c'était vraiment important, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai jugé extrêmement important de venir à la session de mars avec mon enfant, quand bien même vraiment 2 mois après l'accouchement, on n'est pas vraiment en état de pouvoir faire ce travail. Ok, ouais, ce récit d'un vote historique montre aussi peut-être un peu ce qu'il faut encore accomplir un peu pour améliorer la place des femmes en politique. Et puis tu l'as dit, être une jeune mère en politique, c'est un défi à plus d'un titre. Évidemment, les progrès vont trop lentement, mais on voit par exemple le Conseil national qui décide qu'à l'avenir, en fait, les jeunes mères ne devraient plus être désavantagées dans l'exercice de leur mandat politique parce qu'elles étaient privées de leur allocation de maternité. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus à ce sujet? Oui. Puis c'était quelque chose d'attendu depuis assez longtemps, j'imagine. Bien sûr. Alors, c'est tout le paradoxe, et moi, j'en ai fait les frais. Malheureusement, ce changement législatif ne se fera pas avec effet rétroactif pour moi au début de la législature, mais effectivement, soit je venais à la session parlementaire et je perdais mon droit aux allocations, soit je ne venais pas, mais mon siège était vide et je prenais le risque, d'une part, que mon canton ne soit représenté qu'à 50%, mais aussi que certains votes, on les perde parce que j'étais pas là. Et ça, pour moi, c'était vraiment insoutenable. Et donc, ce qui va se passer maintenant, et heureusement qu'on a compris, et au final, c'est bien parce qu'il y a eu ces grossesses, moi, bien sûr, mais aussi Johanna Gapani, Lisa Madsen ou d'autres encore au Conseil national, qu'on s'est rendu compte que c'était juste pas possible de continuer comme ça, de mettre cette pression sur les mères.
Et la loi va changer dans le sens où on pourra venir siéger en commission et au plénum sans perdre nos droits aux allocations familiales lorsqu'il n'y a pas de système de suppléance, qui paraît toujours juste. Pour la petite anecdote quand même, au mois de mars 2020, on était en plein Covid. Et puis, mes collègues qui avaient le Covid pouvaient voter à distance depuis le domicile. Et on me l'a refusé au prétexte que, vous voyez, Madame Vara, les gens qui ont le Covid, c'est pas de leur faute, ils sont malades. Et voilà, moi, c'était de ma faute, j'avais eu un enfant. Et j'étais en congé maternité, donc on m'interdisait de voter à distance. Malgré les solutions techniques qui étaient tout à fait. Et bien sûr, puisque mes collègues le faisaient, ils votaient à distance. Ouais. J'aurais très bien pu le faire. J'aurais eu meilleur temps de dire que j'avais le Covid et plutôt que de dire que j'étais en congé maternité. Ouais, c'est assez dingue. Peut-être tu as été aussi, c'est à souligner, une des premières femmes vertes à siéger au Conseil des États. Et lors de ton entrée en fonction, tu as déclaré de manière un peu provocatrice, je cite, « L'ère du politicien de plus de 60 ans avec le costume gris, c'est fini ». Comment est-ce que toi et d'autres politiciennes avez-vous contribué à bousculer le Conseil des États depuis ? Bon, de fait, y avait comme ça un petit côté illégitime pratiquement quand on arrive dans cette chambre. Tous ces hommes, et on voit vraiment, je parlais des costumes gris, alors c'est pas juste une expression, tous ces hommes qui nous ont vus arriver comme ça, tout d'un coup des femmes, parce que déjà avant il y en avait toujours très très peu, et là tout d'un coup on se retrouvait 11, 12, 13 femmes, on est aujourd'hui, ce qui est un record. Et puis en plus des jeunes, voilà, dans cette chambre très conservatrice, depuis toujours très masculine, et avec une moyenne d'âge proche des 60 ans. Donc il y avait un petit côté comme ça un peu illégitime, on nous l'a fait comprendre d'ailleurs dès le départ. Et il a fallu, d'une part, montrer que oui, nous étions tout à fait légitimes, oui, nous étions compétentes, oui, on pouvait travailler avec tout le monde, on respectait les codes aussi de cette chambre, c'était un peu ce qui était attendu. Et une autre petite anecdote incroyable, je crois à la 2e ou 3e session, un de nos collègues est venu vers nous en nous disant « Oui, alors on est rassurés, les collègues et moi, on est rassurés parce qu'on avait un peu peur, les femmes vertes, que vous veniez mal habillées. » Et sur le moment, vraiment, c'était tellement surprenant qu'on n'a pas réussi à répondre tout de suite. Mais ça donne quand même une image de la manière dont ils nous voyaient. Ouais, du costard-cravate ou du tailleur gris bien défini. Tu as commencé à y répondre. Je voulais te demander un peu pourquoi c'était si important qu'il y ait davantage de jeunes femmes représentées au Conseil des États, parce que je voulais souligner que voilà, c'est historique cette année, c'est un nombre record. On a 18 candidats et candidats au Conseil des États partout en Suisse, et puis plus de la moitié d'entre elles sont des femmes. Voilà, peut-être je pose quand même cette question. Tu as commencé à y répondre de qu'est-ce que ça change, et puis qu'est-ce que ça apporte aussi en termes de sujet de dépôt, le fait d'avoir plus de femmes et de jeunes femmes au Conseil des États. Bon, c'est absolument fondamental. En termes de modèle, déjà, j'ai reçu une 40aine de classes pendant ces 4 années, et toutes les jeunes femmes me demandent de faire des photos avec elles, me demandent comment on fait pour arriver là quand on est une femme, comment on fait pour avoir des enfants. Donc vraiment, il y a un rôle de modèle. Si on veut que les femmes s'investissent en politique, elles doivent avoir des modèles féminins auxquels se raccrocher. Et puis la deuxième chose, évidemment, sur tous les sujets qui ont attrait aux femmes, et on a parlé de l'accouchement, de la grossesse, mais pas seulement, les questions familiales, mais qui sont, on dit spécifiquement plutôt féminines, eh bien ces questions-là, elles sont traitées, oui, par les femmes, et il y a une espèce de solidarité entre ces femmes, aussi dans la manière dont nous sommes traités dans la Chambre. Nous nous réunissons, les femmes parlementaires du Conseil des États, de tous bords politiques, une fois par session pour échanger entre nous. Et par exemple, on s'était rendu compte que les hommes ne citaient que les hommes parmi eux, en fait. Ils ne citaient pas les femmes, même lorsqu'elles avaient parlé juste avant, et même lorsqu'elles avaient, disons, la priorité sur cette thématique. Et nous avons décidé, entre nous, les femmes, de nous citer mutuellement pour montrer que nous étions aussi présentes, et de rester aussi assis dans la salle lorsque l'une de nos collègues féminines parlait, parce qu'on s'est aussi rendu compte que les hommes avaient tendance à partir de la salle pour aller boire l'apéro lorsque les femmes s'exprimaient. Alors qu'en plus, souvent les interventions féminines vont plus droit au but et sont plus courtes. Je crois que c'est sorti un peu dans la Absolument, dans la presse, oui. On parle moins que les hommes. Donc voilà, un journaliste m'a demandé comment vous pouvez expliquer ça. Et j'ai dit, écoutez, il y en a certains, à mon avis, qui ne visent pas vraiment la qualité. Et puis peut-être pour aller sur les thématiques un peu, tu as parlé d'égalité, on parlera de temps de travail, de congé parental. On va commencer par ça dans une interview, une grande interview à l'occasion de ton élection. Tu as dit dans le journal Le Temps, la Suisse c'est le pays de l'OCDE qui investit le moins pour les familles alors que nous sommes l'un des plus riches. Nous pourrions nous payer un congé parental sans problème. La question c'est un peu
Pourquoi est-ce qu'on le fait pas ou pourquoi est-ce qu'on le fait pas encore? Mais parce qu'on est dans une société patriarcale et qu'aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, et c'est encore les hommes, eh ben, n'ont pas un intérêt à ce que ça change. Ils n'ont pas envie d'avoir une concurrence. Et bien, en l'occurrence, ce serait une concurrence féminine. On a beaucoup de femmes très bien formées en Suisse, mais qui n'occupent pas le marché du travail parce qu'elles ont la charge familiale. On a beaucoup de femmes qui seraient tout à fait compétentes pour accéder à des postes à haut niveau dans les conseils d'administration, mais aussi à des postes importants à responsabilité en politique. Et on a une espèce de chasse gardée. Il y a beaucoup d'hommes qui disent « oui, je suis pour l'égalité », mais qui sont jamais prêts à laisser leur place, ou en tout cas de lâcher une bribe de pouvoir. Et puis pour la question du financement, et ça c'est toujours un argument qui vient, c'est quand même assez fou qu'on nous dise aujourd'hui ça coûterait trop cher d'investir dans la famille, mais enfin si on investit dans la famille, qu'on met à disposition plus de crèches et qu'on promouvoit les femmes à des postes importants et dans une carrière pour qu'elles réduisent pas trop leur temps de travail, eh ben d'une part elles vont cotiser, ces femmes plus, donc c'est des femmes qui seront moins pauvres ou pas pauvres à la retraite, donc qui nous compteront moins, mais aussi qui apportent à l'économie suisse une plus-value qu'on peut avoir nulle part ailleurs. La Commission fédérale pour les questions familiales, la COF, avait calculé qu'une augmentation de l'activité professionnelle des mères de seulement 1%, suffirait à financer entièrement un congé parental de 18 à 20 semaines. Donc on imagine l'ordre de grandeur des chiffres et de ce que ça représente d'un point de vue économique. Puis justement là-dessus, si on prend le programme des Vertes et des Verts pour ces élections, mais aussi depuis longtemps, on demande un congé parental paritaire d'au moins 18 semaines pour chacune. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer assez brièvement, hein, mais ce projet, en quoi est-ce qu'il consiste et puis quels sont ses apports? Oui, bon, en fait, ce qu'on constate, c'est que plus le père s'est investi dès la naissance de l'enfant, plus les liens avec cet enfant sont forts et plus le partage des tâches après se fait naturellement de manière équilibrée. Aussi pour l'équilibre de l'enfant, on s'est rendu compte que plus le père est proche, plus les deux parents sont proches dès le départ, dès le début, plus les chances d'une saine, on va dire, enfance et adolescente sont grandes. Voilà, du développement de manière générale est meilleur. Et donc, le calcul, il est là en fait, de se dire, ben voilà, on laisse le temps nécessaire à la femme de se remettre, et on sait depuis longtemps qu'il faut beaucoup plus que 8 semaines, hein, il en faut même plus que 12. Généralement, on estime qu'il faut à peu près 1 année à la femme pour se remettre physiquement et mentalement d'une grossesse et d'un accouchement. Plus ensuite, elle pourra reprendre une activité sur des bases solides, et plus le père s'investit pendant cette période-là, plus lui aussi pourra participer. Donc en fait, tout le monde a y gagner. Et là, le projet des Verts s'inscrit vraiment dans une logique, je dirais, qu'on observe simplement dans les autres pays qui nous entourent. Ça fonctionne. En Suisse, on a le plus petit congé maternité d'Europe. C'est incroyable dans un pays aussi riche. Franchement, c'est inexplicable et indéfendable. Et puis justement sur le congé parental, donc les Vertes et les Verts, on défend une solution nationale, et puis on peut imaginer évidemment passer par une initiative. Pourquoi cet échelon national, et puis pourquoi pas faire les petits pas dans tous les cantons au fur et à mesure, par exemple? Bon, bah, d'une part, parce qu'il faut quand même un traitement d'égalité. C'est pas juste qu'une femme soit traitée différemment, enfin une mère soit traitée différemment parce qu'elle habite dans le canton du Valais, le canton de Neuchâtel. On le voit dans d'autres domaines, notamment de la santé, par exemple. C'est pas juste qu'un Neuchâtelois paye plus cher des assurances maladie qu'un Valaisan. Ça n'a rien à voir avec la santé, son lieu de domicile. Mais là, honnêtement, pour les Verts, c'est extrêmement important que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et d'autre part aussi parce que les initiatives qu'on observe dans les cantons, malheureusement, elles vont jamais assez loin. Elles répondent jamais vraiment à la question. On s'est rendu compte que, par exemple, les initiatives qui avaient été lancées, à Genève, hein, qui étaient acceptées avec un congé parental, c'est le premier congé parental, et ben, ces initiatives, malheureusement, les employeurs ne sont pas obligés d'accorder ce congé. Et puis, ce congé, ben, il est trop court. Donc oui, c'est toujours mieux, c'est toujours bien d'avancer, mais à un moment donné, il faut quand même arriver à une solution qui soit satisfaisante. Et puis un élément que je trouve intéressant, parce que c'est toujours l'élément qu'on nous reproche, c'est la question de l'économie. Hein. Tu as commencé à en parler, cette fameuse augmentation de l'activité professionnelle des mères de 1%, qui permettrait de financer entièrement un congé parental de 18 à 20 semaines. Peut-être quelques mots aussi sur qu'est-ce que l'économie et les employeurs ou les employeuses ont à gagner de ça, parce que c'est vrai que ça semble assez fondamental, hein, au-delà du développement des enfants. Alors ça fait à peu près 20 ans qu'Économie Suisse et Avenir Suisse publie des rapports dans lesquels il dit pour atténuer la pénurie de main-d'œuvre en Suisse, il faut que les femmes travaillent. On le sait, on a des femmes formées, voire très bien formées, qui aujourd'hui
exercent leur activité. Et pour la plupart, ça aussi, ça fait l'objet d'études, pour la plupart, à contre-cœur, à un taux très réduit. Donc, on a des femmes qui seraient des vrais atouts sur le marché du travail et qui, à contre-cœur, doivent réduire leur temps de travail parce qu'elles ne trouvent pas de solution de garde. Et puis, la solution de garde, elle satisfait tout le monde. D'une part, la mère, parce que ça lui permet de dégager du temps pour son activité, mais d'autre part aussi l'enfant, qui se stabilise beaucoup plus, qui vit avec ses congénères, si tu me permets le terme, dès le début, et qui a ensuite beaucoup plus de facilité à évoluer au niveau scolaire. Et ça aussi, on s'en est rendu compte, les enfants qui n'ont pas été, par exemple, en crèche avant l'école, ont plus de difficultés à s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rattraper leur retard, mais ça, c'est un constat. Donc vraiment, tout le monde est content. L'économie, la famille, les enfants, ça fonctionne mieux. Et ça, on le sait depuis longtemps. C'est une transition parfaite pour la suite. C'est vrai qu'évidemment, le système de garde d'enfants abordable, c'est fondamental. On sait que la Suisse a du retard à rattraper. Et puis, hélas, le Parlement, les deux chambres freinent. On peut noter que récemment, la commission de l'éducation du Conseil des États, je ne sais même pas si tu en es membre, mais en tout cas, au Conseil des États, il y a eu un report de cette décision pour savoir si l'État devait prendre en charge plus de subventions pour les crèches. J'ai l'impression que tu as répondu avant sur le Conseil des États, mais pourquoi Mais c'est très intéressant en fait cet objet-là parce que il fait suite en fait à un programme d'aide de la Confédération pour la création de places en structure préscolaire et parascolaire qui a cartonné. Au début, ça avait duré quelques années et puis en fait, les cantons ont saisi cette opportunité pour créer des places de crèche, donc c'était un financement de la Confédération. Et ça a tellement cartonné que ça a été renouvelé, ce programme, 4 ou 5 fois, je pourrais plus te dire, mais... et qu'il y a toujours de la demande aujourd'hui. Et ça a permis la création de centaines de milliers de places de crèches en Suisse. Imagine si on n'avait pas eu ce programme aujourd'hui, ce serait catastrophique. Et donc, en fait, là, on s'est dit, mais non seulement c'était nécessaire, mais en plus, ça va pas assez loin parce que aujourd'hui, c'est encore trop cher. L'accessibilité à ces places, c'est trop cher pour les familles. Il faut que la Confédération, elle prenne en charge, elle s'investisse comme un vrai interlocuteur et pas qu'elle délègue uniquement ça au canton. Et je dois dire que sur cet objet-là, on est presque tous d'accord, mais c'est un sujet qui fâche évidemment toujours un petit peu à droite parce qu'il faut sortir de l'argent, voilà, c'est comme ça. Et puis, on a décidé, et ça c'est une stratégie politique en vue des élections fédérales, de ne pas voter sur cet objet avant les élections, parce que je pense qu'une partie de la droite va le refuser, ou voudrait le refuser, mais ne veut pas se mettre à dos les familles. Donc ça, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est les jeux politiques. Et puis là, on a parlé évidemment des crèches. La question ou l'étape d'après, c'est l'école. C'est aussi l'école à horaire continu. Ça peut évidemment apporter une contribution assez importante pour mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale. On voit, par exemple, si on prend le cas de Neuchâtel, il y a un projet pilote qui permettrait de créer une école à horaire continu dans 3 communes. Enfin voilà, tu pourras nous le détailler un peu. Mais là où je voulais en venir, c'est que l'échelon fédéral, toi, par exemple, au début de ton mandat, tu as demandé un plus grand soutien de la Confédération pour l'école ou les écoles à horaire continu. Qu'est-ce qu'il y a obtenu? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce dépôt? Oui, c'était mon premier objet. C'était mon tout premier objet que j'ai déposé en arrivant ici à Berne. C'était effectivement des aides financières de la Confédération pour les cantons et les communes, afin qu'ils puissent mettre en place ces structures d'école à journée continue. C'est-à-dire une prise en charge, comme on connaît absolument partout ailleurs. Il n'y a vraiment qu'en Suisse où c'est qu'on n'y est pas encore. Malgré des projets pilotes qui ont démarré notamment à Zurich, mais aussi dans plein de cantons, y compris en Valais, par exemple, parce qu'on se rendait compte que les enfants, ils n'avaient pas le temps de rentrer à midi. Quand vous pouvez prendre le carte postale pour vous retourner dans votre village à je ne sais où, pour manger en 15 minutes, ça ne va pas. Et donc, il fallait s'occuper de ces enfants à la pause du midi, et ça avait beaucoup de sens, en fait. Et on se rend bien compte que partout ailleurs, dans tous les pays, c'est un système qui fonctionne. Malheureusement, ça a été refusé, encore une fois, parce que on estimait que c'était uniquement de la compétence des cantons et on ne voyait pas pourquoi la Confédération devait mettre les moyens, alors que, comme on vient de le dire juste avant, le programme de financement pour les places en crèche avait cartonné. Donc, c'était vraiment un peu dommage. J'avais d'ailleurs eu, pour ce postulat, le soutien d'Économie Suisse et d'Avenir Suisse. Mais c'est clair que c'est ce qui aujourd'hui, c'est fondamental. À Neuchâtel, on voit aussi, on va mettre en place ces projets, que c'est quelque chose qui fonctionne. Mais encore une fois, en Suisse, comme toujours, il faut des années et des années. C'est un système extrêmement lent, mais aussi frustrant, du coup. Frustrant pour les familles qui attendent sur ces structures. Puis on a parlé de garde des enfants, on peut parler de tâches ménagères, quand on a un congé parental, des crèches bon marché, l'école à horaire continu. Voilà, ça tient compte aussi un peu de cette lutte contre les inégalités.
puis ça casse un petit peu cette logique de rôle, si j'ose entre guillemets, traditionnelle entre hommes et femmes. Par contre, la question d'après, c'est évidemment l'égalité salariale, parce qu'on voit que on a un plus grand nombre de femmes qui restent à la maison, tu l'as dit, ou qui travaillent à temps partiel trop faible. Voilà, comment est-ce qu'est l'engagement des Vertes et des Verts en faveur de l'égalité salariale qui est fondamentale? Bon, je crois que c'est dans notre ADN de Verts, hein. Je dirais qu'avec la question environnementale, l'égalité, ça a toujours été extrêmement important pour les Verts. Et on ne fait pas que en parler, hein. On est un des partis qui dépose le plus d'objets sur ces questions-là. On est le premier parti à avoir élu une femme à la présidence du Parti national. Donc pour nous, l'égalité de manière générale, c'est juste voilà, une de nos priorités. Et l'égalité salariale, elle est consacrée dans la Constitution depuis un certain nombre d'années déjà. On ne l'a toujours pas obtenue. Et je me souviens, la législature précédente, ces images où les femmes du Conseil national avaient dû venir dans la Chambre des États pour mettre la pression sur les conseillers aux États pour qu'ils votent une loi sur l'égalité, qui est d'ailleurs vraiment très, très, très light. Et ça montre combien aujourd'hui, vraiment, on n'a pas vraiment avancé sur ça. C'est dramatique, mais en même temps, il faut dire qu'au Conseil des États, nous ne sommes même pas 30% de femmes. On n'a pas la parité, même pas dans la Chambre nationale. Et je crois que ça vraiment, c'est des questions. On dit souvent, oui, mais il y a des hommes féministes qui peuvent défendre l'égalité, mais il y a déjà bien assez d'hommes qui parlent pour les femmes et à la place des femmes. Et je crois que la solution maintenant, c'est qu'il faut plus de femmes dans ces deux chambres et surtout au Conseil des États. Un autre élément qui est assez important, qui touche plus l'impôt, la feuille d'impôt, c'est la fameuse imposition individuelle. C'est un des moyens qui permet d'inciter les femmes mariées à travailler après la naissance de leurs enfants. Comment est-ce que ça fonctionne et puis pourquoi est-ce qu'on a une défense ou quelle est la position des Vertes et des Verts sur ce sujet? Non, c'est beaucoup plus juste, hein. Nous, on est très favorables à la position individuelle. C'est juste, ça traite la personne selon ce qu'elle génère comme revenu et non pas ce qu'elle pourrait générer dans une unité familiale. Et d'ailleurs, ça a eu le résultat qu'aujourd'hui, les couples mariés sont pénalisés. Je ne crois pas du tout que c'était la volonté du législateur. D'ailleurs, le Conseil fédéral l'a reconnu. Donc là, il va y avoir une correction bienvenue. Mais encore, je dirais, il va y avoir, je parle au futur, mais on ne sait pas dans combien de temps. On espère que cet objet va être traité au cours de la législature prochaine et qui va aboutir. J'ai eu vent encore la semaine passée qu'il pourrait avoir beaucoup plus de retard que prévu. Voilà, encore une frustration supplémentaire. Quand on vise l'égalité, il faut être vraiment extrêmement patient et il faut être tenace. Et persévérer. Tu l'as dit avant pour le mariage pour toutes et tous, hein, le nombre d'années qu'il faut pour avoir une loi. Une autre question qui se pose, elle est un peu plus conceptuelle ou plus globale, mais d'une certaine manière assez concrète, c'est est-ce qu'on ne devrait pas repenser toute notre conception du travail? Est-ce qu'il n'y aurait pas une logique à toutes et tous travailler moins pour avoir plus de temps pour notre vie privée, pour les loisirs? On a le cas de l'Islande où une grande partie des employés ont une semaine de 4 jours, mais avec un salaire complet. Il y a des pays qui vont aussi dans ce sens-là, une réduction du temps de travail. En Suisse aussi, certaines entreprises, grandes entreprises ou plus petites, ont annoncé la semaine de 4 jours. Voilà, quelle est ta position personnelle et puis comment est-ce que ça s'inscrit dans une vision écologiste peut-être? C'est un peu tabou, hein, la réduction du temps de travail en Suisse. Hein. On est perçu comme ça, comme des travailleurs qui s'investissent. On est riche, mais c'est parce qu'on a beaucoup travaillé. Et puis il y a une valeur qui est donnée au travail. De ce point de vue-là, c'est pas mal. Je dirais au contraire, de valoriser les gens qui travaillent, je pense que c'est très très bien, bien sûr, mais on se rend compte en fait que d'une part, avec la digitalisation, avec l'arrivée de robots pour tout un tas d'activités, l'humain, ça devient plus en plus difficile de lui trouver une activité. On est gentiment remplacé. Ça, on le sait hein, déjà depuis 10 ans, que les activités vont être réduites, il va falloir occuper ces gens. Et on est toujours plus nombreux, donc c'est un peu paradoxal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et ce qu'on doit viser aujourd'hui, c'est non seulement la qualité, mais la qualité de vie aussi, pas seulement professionnelle. Et je trouve que ces initiatives de semaine à 4 jours, c'est des excellentes initiatives. Je suis très heureuse de voir qu'en Suisse aussi, il y a des entreprises qui s'inscrivent là-dedans parce qu'elles ont compris que l'humain, pour qu'il soit efficace et qu'il puisse être productif, il doit avoir du plaisir. On a oublié un petit peu ça. Et maintenant, on se retrouve de nouveau dans une position où on doit retrouver du plaisir au travail. Et cette semaine de 4 jours, moi, j'y suis très favorable. Et puis, si j'ose, ça va peut-être dans le sens, j'imagine, un peu voilà, du télétravail ou du job sharing, le fait de partager des jobs. Enfin, c'est vrai qu'on est un peu à la manœuvre sur ces questions depuis longtemps, puis c'est des sujets qu'on défend.
Une question qui est essentielle, qui est beaucoup revenue évidemment ces dernières années pendant la pandémie, c'est la question du travail de care, de tous les métiers du soin, de l'accompagnement, donc entre autres la prise en charge des enfants, des proches aidants, des personnes âgées. Voilà, c'est nouveau pour personne, c'est pas des métiers qui sont tellement valorisés. Peut-être qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est juste. Alors c'est typiquement aussi, on dit toujours ce travail non rémunéré des femmes. Le plus souvent aujourd'hui encore, c'est les femmes qui s'occupent des proches. Ce travail du care. Et c'est aussi pour ça que les femmes ont des retraites beaucoup plus faibles, parce qu'elles ont moins de travail rémunéré et donc elles cotisent moins. Ça, c'est un vrai problème. On dit toujours qu'on ne devrait jamais réduire son temps à moins de 60 voire 70%. Et il y a trop de femmes aujourd'hui qui réduisent ce temps sans penser à la suite, sans penser qu'elles ne vont pas cotiser assez et se retrouver dans une situation de précarité à la retraite. Et puis sur cet aspect, ça va exactement dans le sens de ce que tu disais avant. On voit que dans notre société, c'est majoritairement des femmes qui assurent ces tâches de prise en charge aussi de proches, donc de travail aussi non rémunéré. Comment est-ce qu'on peut réduire cette double charge, c'est-à-dire souvent s'occuper des enfants et potentiellement des proches aussi? Bon, on y a partiellement répondu au travers des précédentes questions, mais bien sûr, mettre en place les structures nécessaires pour soulager les familles, valoriser aussi ces tâches éducatives pour que cette valorisation, elle se retrouve ensuite à la vieillesse. Comment est-ce qu'on peut valoriser ça pour qu'on ne soit pas totalement pénalisé? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à rémunérer ce travail du care? C'est une question qui se pose fréquemment. Pour au final donner de la valeur à ce travail-là. Je dirais que le contre-pied, malheureusement, c'est que le risque, c'est que justement, on n'obtienne pas ce qu'on veut, c'est-à-dire permettre aux femmes d'exercer dans leur activité professionnelle et qu'on dise, bon, bah maintenant, on te donne de l'argent pour t'occuper des enfants, donc pourquoi est-ce que tu vas travailler dans ton activité professionnelle pour laquelle tu as fait 12 ans d'études, hein? Je dis ça un peu de manière ironique, quoi. Mais voilà, ça, c'est vraiment une vraie question. Il faut qu'on soit attentif sur ça. Et puis, dans le cas de personnes qui n'ont pas pu exercer, par exemple, une activité rémunérée pendant plusieurs années, parce qu'elles se sont occupées de leurs proches, de leurs enfants à la maison, est-ce qu'on peut imaginer un système qui permet un peu de mieux les accompagner dans leur retour sur le marché du travail, par exemple? Oui, je pense qu'on peut mettre en place des accompagnements spécifiques pour ce type de profil. D'ailleurs, il y a certains offices cantonaux qui le font déjà. Et puis après, je pense qu'il faut aussi valoriser le travail des associations qui travaillent avec les femmes. Justement, moi, je fais partie des Mampreneurs. C'est une association suisse, les Mam Entrepreneurs, les Mampreneurs, qui sont je dirais comme un réseau, un groupe, un groupe d'empowerment entre femmes entrepreneurs qui ont des enfants. Et ça, c'est vraiment extrêmement porteur parce qu'on est moins seuls déjà. Et ça nous permet de continuer notre activité d'indépendante avec l'arrivée des enfants et de valoriser ça et de mettre en avant ce qu'ont mis en place les hommes depuis très longtemps, mais qu'on connaît peu avec les femmes. Le temps file, ça fait un petit moment déjà qu'on échange. Si je fais le lien un petit peu maintenant avec l'actualité, évidemment, c'est la campagne électorale, les élections, premier tour le 22 octobre prochain. On est en plein sprint final pour ces élections nationales. Peut-être quel rôle joue selon toi le thème de l'égalité dans la campagne électorale en général et puis peut-être dans la tienne et puis peut-être dans les échanges que tu as au quotidien avec les électeurs et électrices dans ton canton à Neuchâtel? Est-ce que c'est un sujet qui revient souvent, par exemple? Oui, alors particulièrement pour cette élection, je dois dire, parce que moi, je suis la seule femme de la députation neuchâteloise à Berne depuis 4 ans et qu'aujourd'hui, mon siège est chahuté, si on peut dire, par uniquement des candidats, donc que des hommes. Ce qui veut dire que si je venais à ne pas être élue, ce serait un homme qui prendrait ma place. Et donc, on aurait très probablement 2 hommes au Conseil des États pour la députation neuchâteloise et peut-être pas de femmes du tout au conseil national, ce qui serait incroyable pour un canton où on a un parlement cantonal à majorité de femmes. D'ailleurs, c'est le seul de Suisse. C'est d'ailleurs incroyable qu'il n'y ait qu'une seule femme sur 6 députés neuchâtelois à Berne, alors que 50% de la population, ce sont des femmes. Et encore une fois, je trouve que ce rôle de modèle, il est extrêmement important. Pendant ces 4 ans, j'ai reçu beaucoup de mots et de lettres de femmes et de jeunes femmes qui m'ont dit combien c'était important pour elles que je joue ce rôle de modèle et combien ça portait leur engagement à elles.
Merci, le message est passé, hein. Je crois qu'on l'a entendu, il y a encore beaucoup à faire pour concilier en Suisse la vie professionnelle et la vie familiale, la vie personnelle. Pour que nous puissions créer de meilleures conditions cadres pour la conciliation, il faut plus de vertes et plus de verts au Parlement. C'est pourquoi il faut évidemment, je vous incite toutes et tous à aller voter le 22 octobre. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à toi aussi Céline pour cet entretien très intéressant et ton engagement aussi depuis 4 ans en tant que conseillère aux États. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que toi tu voudrais dire à nos auditrices, peut-être en particulier, et nos auditeurs aussi, pour un petit mot de conclusion peut-être? Oui, je crois que vraiment, en fait, on sous-estime toujours un peu ce travail de parlementaire. Je me suis rendu compte que pour les gens, c'est quelque chose de très abstrait. Et d'aller à la rencontre des gens pour l'expliquer, voilà ce qu'on fait, voilà le travail qu'on fournit et combien c'est, je dirais, le travail d'une vie pratiquement, parce qu'on est là avec tellement de conviction, tellement d'engagement, aussi beaucoup de pression, hein, bien sûr, que finalement, c'est quand même un travail très à part. Et unique. Et en même temps, on est partagé entre cet honneur qui nous est fait de représenter notre canton ici à Berne et tous ces sacrifices que ça engendre pour notre vie de famille quand on est une jeune maman. Et ça, à chaque fois que je peux échanger avec les gens, ils se rendent compte combien vraiment c'est important. Donc, comme tu l'as dit très justement, c'est très important d'aller voter, que les femmes aillent voter aussi parce qu'elles votent moins que les hommes. Et les jeunes, voilà, c'est l'avenir des jeunes qui se joue. Et c'est ça qu'on va défendre ces 4 prochaines années. Merci. Allez voter. Puis je crois le mot abstrait, c'est aussi pour ça qu'on a lancé ce podcast, le 6e épisode aujourd'hui, pour peut-être rendre plus concret la politique fédérale aussi au quotidien. Et j'espère qu'on a réussi à le faire sur ces sujets d'égalité et de vie professionnelle, vie familiale aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour votre intérêt et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos critiques, de vos suggestions comme à chaque fois. Pour cela, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante verts.ch et nous vous répondrons comme d'habitude avec plaisir. Ou nous envoyer aussi un message ou un audio sur WhatsApp au numéro suivant 079 920 80 93 qui est aussi disponible sur Signal 079 920 80 93. Et évidemment, n'oubliez pas de nous suivre sur notre canal YouTube et sur les applications de podcast Spotify et Apple Podcast. Merci beaucoup. Et Céline, encore merci et à une prochaine, j'espère. À bientôt. Ciao.